Voici la revue de presse d'Alice Darfeuille. Il n'y avait pas beaucoup de journaux ce matin, mais quelques-uns quand même. Alice, à la une ce matin, les images de la catastrophe de Gênes. Oui, bonjour François et bonjour à tous. Et c'est vrai qu'elles aient été prises de jour ou de nuit, les images de ce trou béant après l'effondrement du viaduc autoroutier de Gênes reviennent sans cesse ce matin dans vos journaux. Il y a par exemple cette image à la une de Corse Matin. Une photo prise avec un peu plus de distance que les autres clichés et du coup qui montre parfaitement la longueur du segment du pont qui s'est effondré. Un espace énorme de près de 200 mètres. Pour cet expert de ce genre de construction interrogé dans le Parisien, 3 hypothèses sont envisageables pour expliquer ce drame. Un problème de fondation lié à un désordre affectant le sol sur lequel repose la construction, la rupture d'un câble ou une défaillance au niveau de la structure en béton. La responsabilité de la foudre alors qu'il y a eu de violents orages au moment de l'accident, selon lui ce n'est pas impossible, mais elle reste tout de même assez improbable cette hypothèse. L'incroyable catastrophe, c'est à la une des Échos, alors que la Provence parle d'effroi, mais aussi du choc et de la colère. La colère parce que ce pont était sous le feu des critiques depuis quelques années et qu'un drame de ce genre n'est pas une première en Italie. La Croix nous parle justement ce matin du triste bilan des effondrements de ponts en Italie. Oui, chiffre hallucinant sur le site du quotidien depuis 2014. Pas moins de 8 ponts, voire une dizaine, se sont écroulés en Italie. Le dernier en date, c'était dans le Piémont, il y a près d'1 an. Celui-là n'avait fait aucune victime. Derrière ce chiffre, la vétusté du réseau routier italien, construit principalement dans les années 60-70. Il est vieillissant et régulièrement critiqué par les experts. L'une des raisons, explique la Croix, le manque d'entretien dû à la baisse des investissements du gouvernement ces 10 dernières années, notamment au profit du fret maritime. De côté d'Air France, son avenir se jouera dans les prochaines heures. Compagnie aérienne cherche désespérément PDG. Depuis 3 mois et la démission de Jean-Marc Janaillac, personne ne pilotait la compagnie. Ce matin, Libération nous informe que le Canadien Benjamin Smith, dont le nom circulait depuis maintenant quelques semaines, devrait être enfin officiellement nommé demain lors d'un conseil d'administration. La réunion en question a été avancée, nous dit l'article, histoire de passer à la vitesse supérieure. C'est vrai que quelques dossiers attendent l'actuel numéro 2 d'Air Canada. Benjamin Smith va devoir en priorité mettre fin à la grogne sociale au sein de la compagnie, alors que les pilotes menacent à nouveau de se mettre en grève à la rentrée. Et la rémunération du futur PDG n'y serait pas étrangère. 3,3 millions d'euros par an, nous indique Libération, soit une rémunération 3 fois plus élevée que celle de son prédécesseur, alors que les pilotes sont en train de négocier une revalorisation salariale. En plein débat sur l'accueil des nouveaux migrants à bord de l'Aquarius, plongé dans 2 communes françaises parmi les premières à avoir accueilli des migrants. Oui François, c'était en 2015, alors que la France de François Hollande s'engageait à prendre en charge 24 000 réfugiés venus d'Allemagne qui avaient été accueillis donc par Angela Merkel. Ces 2 communes sont Champagne-sur-Seine, en Seine-et-Marne, et Pessa-Villeneuve, qui se trouve dans le Puy-de-Dôme. Dans ces 2 villes, depuis 3 ans, les migrants venus d'Allemagne sont pour la plupart partis, mais d'autres sont arrivés. Le reportage nous raconte alors comment, je cite, elles se sont adaptées tant bien que mal. Ce qui est intéressant, c'est que très vite, à travers ce récit, 2 attitudes, 2 adaptations en fait se dessinent. Illustration du clivage actuel au sein de la société française. Je préférerais qu'ils rentrent chez eux. Au début, cela devait être provisoire et ils sont encore là. Ça, ce sont les mots de Dimitri, croisé sur le parking du supermarché de Champagne-sur-Seine. Et qui est loin d'être un cas isolé. Autant le dire tout de suite, dans cette petite ville où le taux de chômage est de 6 points au-dessus de la moyenne nationale, la présence des migrants passe très mal. Depuis quelques mois, les plaintes sont de plus en plus nombreuses et dans le même temps, écrit Sylvia Zappi, le parti de Marine Le Pen engrange le fruit de cette inquiétude latente. Pour lui, cela donne une image d'ouverture. C'est une richesse pour le village. Lui, c'est le maire de Pessa-Villeneuve qui témoigne aussi dans ce papier. On l'a compris, l'ambiance a changé. En l'occurrence, dans ce petit village plutôt paisible, de cadre moyen, la situation est beaucoup plus sereine. Mais le monde raconte l'arrivée des migrants, là aussi, a été mouvementée, marquée par des appels téléphoniques, des lettres anonymes, des menaces de mort contre le maire et un déchaînement sur les réseaux sociaux. Mais l'élu de Pessa-Villeneuve entend pourtant aller plus loin, et même si cela doit passer par une défaite aux prochaines municipales. Sur cette crise des migrants toujours, 2 voix fortes prennent la parole ce matin dans la presse. Dans les colonnes d'aujourd'hui en France, Bernard Kouchner appelle la France à être plus généreuse. On est à la traîne alors qu'on veut être le patron de l'Europe. Pour Daniel Cohn-Bendit, interrogé sur le site de la Matinale du Monde, eh bien c'est Gérard Collomb qui aurait dû gérer la crise de l'Aquarius. C'était lui et le gouvernement qui devaient se saisir de ce dossier. Ce n'est pas au président de la République
qui a bien le droit de partir quelques jours en vacances, de tout faire et de parler tout le temps. La suite de la revue de presse d'Alice Darfeuille et un nouveau scandale de pédophilie au sein de l'Église aux États-Unis. Les chiffres font froid dans le dos parce qu'ils sont énormes. 1000 enfants qui auraient été violés par près de 300 prêtres, tous couverts par l'Église catholique dans l'État de Pennsylvanie. Récit de ce nouveau scandale sur le site du Point. L'article prévient tout de suite, le rapport final de l'enquête indique que quasiment tous les cas sont aujourd'hui frappés par la prescription et ne peuvent être poursuivis pénalement. Mais les jurés ont quand même choisi de rendre public les noms de ces dizaines d'hommes d'église accusés par les éléments de l'enquête. Elle est l'une des figures majeures de la littérature française, Simone de Beauvoir. L'hebdomadaire Le 1 lui consacre son dernier numéro et je vous recommande chaudement l'entretien avec l'écrivain Philippe Solers sur le couple de Beauvoir-Sartre. Était-ce simplement un couple d'intellectuels? On lui pose la question. Non, répond Philippe Solers, citant Simone de Beauvoir pour appuyer son propos. Écoutez, dit-il, comment elle appelait Sartre dans leur correspondance. Mon cher petit, petit bien-aimé, petit pur, petit absolu, je suis tout effondré de tendresse pour vous. C'est de l'amour ou alors je ne m'y connais pas, écrit Philippe Solers. Une relation très intense qui va durer toute la vie sans pour autant impliquer une fusion sexuelle. Oui, apparemment, Sartre n'était pas un bon coup. Et puis, il y a aussi ce passage très intéressant sur les lettres de Beauvoir, ce qu'elle a fait de plus beau selon Philippe Solers, parce que ses mémoires sont encore remplies de passés simples, ce qui ralentit la narration. Alors que dans ses lettres, quand elle est sûre d'être lue, elle est dans un présent factuel, elle raconte tout de manière précise, avec beaucoup de fluidité. Cet entretien est ce matin une très belle respiration. C'était la revue de presse d'Alice Darfeuille. Merci et à demain Alice. Europe 1.